La fange, comme certaines maladies, est contagieuse. Elle semble exercer une attraction fatale sur les malheureux qui la côtoient, car des dehors séduisants dissimulent sa laideur. À cette curiosité malsaine et dangereuse du nouveau venu, il faut donner un aliment. Nous le ferons, et pour cela, il nous faudra du courage, car si nous fouillons les égouts de la capitale, nous voulons les dépouiller des attraits dont le vice les couvre et mettre à nu leurs ordures. Bonjour, docteur. Appelez-moi Georges, hein. Ici tout le monde m'appelle Georges. Bonjour mon père. Bonjour Georges. Bonjour chers visiteurs. Si vous fréquentez ou que vous avez fréquenté Paris, la capitale des capitales si j'ose dire, vous savez que cette ville peut parfois s'apparenter à une espèce de jungle dans laquelle on a vite fait de se perdre et où mille et une aventures peuvent survenir à n'importe quel moment du jour, mais encore plus de la nuit. T'as des bouillons forts. T'as des bouillons forts. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté le hasard des soirées parisiennes, à sortir sans trop savoir ce qu'on va faire et à rentrer chez soi, parfois pas tout seul, au petit matin après une nuit bien remplie. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, sauf que notre visite va se passer à la fin du 19e siècle et que nous allons exclusivement vadrouiller dans les endroits les plus infâmes de la capitale. Au menu du jour, des boulevards sordides, des cités insalubres qui tombent en ruine, des prostituées douteuses à chaque coin de rue, des impasses dangereuses et bien sûr, des cabarets mythes tous plus louches les uns que les autres dans lesquels on peut faire toutes sortes de choses. Ici, on ne s'étonne de rien, tu sais. Je ne prolongerai pas davantage les atermoiements, filons sans délai dans les bas-fonds de Paris au 19e siècle. Bien, avant de passer au plat de résistance, je vous rappelle que notre petit voyage n'a pas pour vocation de juger des faits ou des individus qui ont existé il y a plus de 100 ans, et que notre visite n'a pas pour but de servir un quelconque propos politique ou idéologique. Nous sommes de simples visiteurs, rien de plus. J'ajoute que les sources sont en description comme d'habitude. Allez, il est temps de commencer. Nous sommes à l'ouest de Paris, au niveau de la Porte Maillot, dans un sympathique endroit qui répond au doux nom de Route de la Révolte. C'est une longue voie qui relie, entre autres, Neuilly à Saint-Denis, et qui a la particularité de longer une partie des fortifs. Pardon ? Oui, les fortifications si vous préférez. L'histoire de Paris est toujours la même quand on parle de fortifications, que ce soit au Moyen-Âge ou à l'époque contemporaine. On construit un mur d'enceinte pour protéger la ville, mais cette dernière s'agrandit, finit par le dépasser. Alors on en construit un autre, plus loin, plus grand. Les fortifications que nous allons voir le long du boulevard datent du 19e siècle, mais je reviendrai dessus en temps voulu. Cette route de la Révolte est un incontournable des bas-fonds de Paris. Notez d'ailleurs que l'expression « bas-fond » ne désigne pas un endroit précis, mais plusieurs quartiers parsemés aux quatre coins de la ville. Je n'ai pas choisi cette rue par hasard pour commencer notre visite. C'est un endroit de sinistre réputation dans lequel on trouve une bonne partie de la misère parisienne. Les loyers sont très bas, mais vous comprendrez pourquoi lorsque nous visiterons les logements. Le quartier est majoritairement habité par des chiffonniers, des gens qui arpentent les rues de Paris pour ramasser toutes sortes de choses, principalement des déchets qu'ils peuvent potentiellement revendre. Comme nous sommes en début de soirée, le quartier commence doucement à s'animer. Il faut dire que les chiffonniers travaillent surtout la nuit. Le jour, ils vont vadrouiller dans ce qu'ils appellent les quartiers gras de Paris. Le quartier de la Madeleine, de l'Opéra, le faubourg Saint-Honoré, etc. pour remplir de trouvailles la grosse hotte qu'ils ont sur le dos. Et le soir, ils rentrent chez eux pour trier la récolte. Certains d'entre eux ont des contacts avec les domestiques de certaines maisons bourgeoises et s'arrangent pour récupérer les ordures qu'ils rapportent aux boueurs, les éboueurs de l'époque, en échange d'un peu d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Comme leur nom le laisse deviner, les chiffonniers récupèrent aussi tout un tas de tissus plus ou moins usés, notamment des chiffons, mais pas seulement. Ils ramassent aussi des os, de la ferraille, des mégots, du verre. Tout ce qu'ils rapportent sera revendu à divers industriels qui s'en serviront comme matière première. Par exemple, des chiffons, on fera du papier, les métaux pourront être fondus, le verre sera réutilisé, les os serviront à fabriquer de la colle, de la gélatine, etc. Quand le soir arrive, c'est l'effervescence sur la route de la Révolte, car les chiffonniers déballent toutes les trouvailles de la journée à même la rue pour faire le tri. Tenez, regardez un peu. La nuit, on dirait que le quartier est rempli de lucioles. Ce sont les lanternes des chiffonniers. Comme la rue est très mal éclairée, chacun suspend une lampe à sa hotte. Les chiffonniers les plus riches, qu'on se le dise, ils ne sont pas majoritaires, possèdent parfois un vieux canasson ou un âne pour traîner non pas une hotte mais un chariot. Avançons un peu. Le début de la rue est marqué par deux commerces notables. Je vais laisser un témoin direct vous en parler. À l'angle, nous trouvons le Café des Pieds Humides, un débit-restaurant installé en camp volant dans une cabane en bois et en toile. Ne me demandez pas de détails sur ce qu'on peut y boire et manger. Je ne suis pas difficile. J'ai avalé pendant le siège de Paris du cheval, du chien, du chat, du rat, de la soupe au suif et bien d'autres choses. Mais l'idée seule de ce que peut être la cuisine des Pieds Humides me terrifie.
Cette méfiance à l'égard de la cuisine s'explique peut-être, c'est une théorie personnelle, par le fait qu'une partie non négligeable des plats sont concoctés avec les diverses trouvailles alimentaires des chiffonniers. D'ailleurs, si au cours de notre visite on vous propose de manger un arlequin, méfiez-vous. Parfois, les tenanciers de bouges, les bars de bas étage, rachètent des restes de viande et de poisson à certains domestiques. Ils mélangent le tout et le font vaguement bouillir avant de leur servir aux clients sous le nom d'arlequin. Mais je vous ai parlé tantôt de deux commerces. Voici quelques mots sur le second. À côté des pieds humides se trouve le père Alexandre, un type, juif d'origine et commerçant de naissance. Le père a fait du trafic dès qu'il a pu marcher tout seul. Il vend de tout, depuis les verres cassés, les pots de lapin, la ferraille, jusqu'au tableau de maître adjugé après décès des collectionneurs à la salle Drouot. Son bazar est un vrai musée. Quant à ses magasins, nul ne pourrait en faire l'inventaire. Là aussi, il n'est pas interdit de penser que les stocks du père Alexandre sont partiellement alimentés par une partie des plus belles prises des chiffonniers. Mais allons un peu plus de l'avant. J'imagine que vous commencez à sentir que l'air se charge en odeur. C'est normal, les chiffonniers canalisent une bonne partie des ordures de Paris dans les bicoques du quartier, et même dans la rue quand ils font leur tri, comme en ce moment. D'où l'atmosphère quelque peu corrompue. Mais il n'y a pas que ça. La plupart des chiffonniers vivent dans des conditions totalement insalubres. L'humidité aide la partie et fait rapidement moisir une partie des ordures invendues. S'ajoute à ça que dans le butin des chiffonniers, on trouve des peaux animales non traitées, notamment bon nombre de peaux de lapin. Ces peaux sont entassées tant bien que mal où on peut, mais si elles ne sont pas rapidement vendues ou traitées, elles commencent à grouiller d'asticots. Toutefois, les ingénieux chiffonniers ont trouvé une étonnante façon de remédier à ce problème. Ils mettent les peaux garnies de verre dans la rue et lâchent des poules dessus. Ces dernières se font un plaisir de tout picorer et le problème des vers est réglé. Paraît-il que le poulet élevé aux asticots de peau de lapin est particulièrement bon. Qui sait, peut-être qu'on en sert au café des pieds humides. Néanmoins, avec toutes ces ordures parfois en cours de décomposition, avec la boue, l'insalubrité des logis, etc., le quartier est un véritable nid à maladies et à infections. Notez que, outre leur réputation de malpropres, les chiffonniers n'ont pas bonne presse. Non pas qu'ils soient tous particulièrement malhonnêtes, mais certains bandits se déguisent en chiffonniers pour commettre des larcins. Je vais vous expliquer. Vous le savez déjà, les chiffonniers ont une hotte sur le dos. Autrement dit, un endroit parfait pour dissimuler d'éventuels objets volés. Le bazar qui s'y entasse est souvent dégoûtant et personne ne s'amuserait à y chercher quoi que ce soit. Les chiffonniers ont également un bâton muni d'un crochet. Ça sert normalement à attraper les choses et à les mettre facilement dans la hotte, mais ça peut aussi aisément servir d'arme. Le bourgeois moyen se méfie donc des chiffonniers. Mais bon, poursuivons plus avant. Pardon ? Oui, vous avez raison, certains chiffonniers sont bien jeunes. Il faut dire que le métier est souvent une affaire de famille et que tout le monde met la main à la pâte, y compris les enfants. Ceci dit, certains chiffonniers ont un petit truc pour avoir du personnel pas cher et corvéable à merci. Il suffit d'avoir une fille, et que cette fille, arrivée à l'adolescence, plus ou moins, se soit trouvée un petit ami. Le marché est alors le suivant. Le père tolère la liaison de sa fille, mais en échange, l'amant de sa progéniture devient son employé. Enfin, pas exactement son employé, puisqu'il travaille gratuitement. Son seul salaire, c'est de pouvoir passer du temps avec sa douce. Notez qu'il y a même parfois des sortes de contrats officieux. Par exemple, la liaison sera tolérée pendant 1 an en échange d'1 an de travail. Et bien sûr, le contrat, entre guillemets, est renouvelable. Pas très honnête tout ça. Il n'y a pas que des chiffonniers plus ou moins intègres dans le quartier. Les prix bas du logement attirent aussi une population d'ouvriers modestes qui travaillent dans les usines du coin. Mais pas seulement. Venez. Bon. Comme vous pouvez le voir, nous allons passer sous le tunnel de la voie ferrée. Il fait 300 mètres de long et n'est pas éclairé du tout. L'occasion idéale pour croiser d'autres habitués du quartier. Méfiez-vous, le tunnel de la Révolte a très mauvaise réputation. Non pas qu'on prenne toujours la peine d'attendre que le passant soit dedans pour le détrousser, mais disons que l'obscurité quasi totale confère à l'atmosphère une ambiance propice à la rapine. La technique la plus utilisée par les voleurs, ou du moins celle qu'on craint le plus au 19e siècle, est ce qu'on appelle le coup du père François. Si l'étymologie demeure un mystère, la chose est simple. Quelqu'un détourne votre attention en vous adressant la parole. Un complice surgit par derrière, vous passe une sangle autour du cou, vous soulève, tandis que la première personne se met à vous faire les poches au lieu de la causette. Quand l'étreinte se défait, vous êtes sonné, à moitié asphyxié, et le temps de reprendre vos esprits, les voleurs sont déjà loin. L'autre type de vol le plus répandu est ce qu'on appelle le vol au poivrier. Oh, ça se passe partout dans Paris et la règle qui permet de réussir à tous les coups est très simple. Il faut que la proie à détrousser soit complètement ivre. Si elle dort, on lui fait les poches. Si elle ne dort pas, on lui fait aussi les poches. Au mieux, elle se réveillera sans savoir ce qui lui est arrivé et, au pire, elle tentera vainement de se défendre et ne pourra pas parce qu'elle sera trop avinée et n'osera sans doute pas porter plainte. Loin de moi l'idée de vouloir lancer des vocations, mais le vol au poivrier est idéal pour commencer dans le métier. Mais attendez. J'entends quelque chose. Corne du diable, c'est un coït. Corne du diable! Quelle force, camarade! Il y a sans doute une prostituée à l'œuvre dans quelques recoins sombres du tunnel. Hâtons-nous de sortir, à moins que... Non ? Bon,
En ce cas, retournons vite à la lumière du jour. Enfin, non puisqu'il fait nuit, mais au moins dehors, il y aura peut-être quelques lanternes pour nous éclairer. Le quartier est rempli de ce qu'on appelle des pierreuses, des prostituées qui, avec celles qu'on trouve rue Montjoly, ont la réputation d'être les moins chères de Paris. Pardon ? Ah, la rue Montjoly, c'est un des coins les plus misérables de Paris sur lequel je ne reviendrai pas puisque nous y avons déjà fait une visite qui s'affiche dans un coin. Les tarifs très bas de ces pierreuses s'expliquent par plusieurs raisons assez simples. Premièrement, la passe se fait dehors, dans un recoin de muraille ou dans l'embrasure d'une alcôve, sous une voûte ou un tunnel, comme celui dans lequel nous sommes. Il n'y a donc pas besoin de louer une chambre. Sans être commode, la chose a une certaine praticité l'été. Mais l'hiver, avec les basses températures et l'humidité, c'est une autre paire de manches, d'autant plus que les pierreuses attendent quasiment toujours les clients dehors. Deuxièmement, ces prostituées ont la réputation d'être des belles manquées et de ne plus avoir une prime jeunesse pour la plupart d'entre elles. Avec le fait qu'elles passent la majeure partie de leur temps dans des endroits venteux et froids, il n'est pas interdit de penser que certaines ne sont pas dans une forme olympique, d'où le fait que la passe avec l'une d'entre elles soit l'une des moins chères de Paris. Le prix ? Ah, il est assez difficile à estimer, mais c'est sans doute peu ou prou l'équivalent d'un sac de pommes de terre ou d'une boîte d'œufs. En revanche, pour ce tarif, on se contentera du rapport le plus primaire, un coït de quelques minutes à jupe troussée et braguette baissée. Merci Zizi, au revoir messieurs dames. Les pierreuses font tellement partie du paysage qu'elles ont même inspiré quelques chansons, et leur réputation dans Paris n'est plus à faire. Si vous êtes pudique, et qu'une passe au grand air vous émeut trop, vous pouvez toujours guetter les abords des divers troquets du coin. Il y a souvent des bagasses qui patientent dedans ou devant. Là encore, il ne faut pas vous attendre à des femmes particulièrement belles, au contraire. En revanche, le tarif sera sans doute un peu plus élevé car la passe se fera dans une chambre, et la chambre, il faut bien la payer. Quoique, vous pouvez peut-être tomber sur une rouleuse alcoolique et avoir la passe en échange d'un verre, ça arrive parfois. Certaines de ces femmes sont en faction devant les bistrots dès le petit jour. Ainsi, comme dans la rue Montjoly, les ouvriers peuvent venir le matin faire une passe avant d'aller travailler. Oui ? Ah, pourquoi les prostituées du coin sont-elles majoritairement âgées ? Eh bien, en fait, les persilleuses les plus jeunes habitent souvent dans des quartiers périphériques, comme celui dans lequel nous nous trouvons. Mais le soir, elles partent travailler dans le centre de Paris, où l'activité est plus lucrative. Et comme il faut souvent accomplir le chemin à pied, celles qui n'ont plus la force de faire plusieurs heures de marche restent là. Bon, comme je n'ose pas vous mettre dans la situation indélicate de me poser la question qui vous brûle les lèvres, je prends les devants dès maintenant. Oui, nous croiserons bien d'autres prostituées lors de notre périple dans les bas-fonds, et oui, je prendrai la peine de vous expliquer leur méthode et le fonctionnement du métier. Enfin, le fonctionnement du métier, vous m'avez compris. Nous voici enfin sortis du tunnel. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle. En voyant toutes les tentes et les abris de fortune, on pourrait penser qu'il y a quelques fêtes foraines dans les parages, mais pas du tout. Vous vous souvenez que tantôt je vous parlais des fortifications ? Elles ont leur importance dans la physionomie du quartier. Ce vaste mur qui encercle Paris a initialement une fonction militaire, tel le rempart d'un château, pour avoir une vue dégagée, une bonne ligne de mire sur les ennemis en cas d'attaque, mais aussi pour pouvoir manœuvrer. Il est théoriquement interdit de construire quoi que ce soit sur un espace de 250 mètres devant les fortifications. J'ai bien dit théoriquement, car si les constructions en dur sont effectivement proscrites, les installations de fortune, qui peuvent être rapidement démontées et évacuées, sont tolérées. On trouve donc au pied des fortifications toutes sortes de campements de fortune, des caravansérails de saltimbanques, pour reprendre les termes d'un témoin contemporain. Pour l'anecdote, c'est de cette zone non constructible, qui entoure tout Paris et qui est parsemée de tout un tas de campements louches, que vient l'expression « c'est la zone », toujours utilisée au XXIe siècle. Alors la zone, ça dit quoi ? Si ces camps ont des allures de foire la journée, dès que la nuit tombe, ils deviennent particulièrement sinistres, car comme rien n'est éclairé, ils sont plongés dans une obscurité quasi totale. Ces camps sont fréquentés par pas mal d'individus à la réputation peu reluisante. La police fait des descentes régulières, mais à peine parvient-elle à arrêter un malfrat qu'un autre arrive. S'ajoute à ça que le motif d'arrestation n'est pas toujours clair, et si un bandit notoire se fait encrister pour du simple vagabondage, vous pouvez être sûr qu'il sera de retour au bercail dès le lendemain de son arrestation. Mais poursuivons. Nous approchons maintenant des deux cités notoires du quartier, la Cité du Soleil et la Cité Foucault. Vous voulez y aller ? La première cité, celle du Soleil, n'a pas grand-chose à voir avec le fameux astre. Pour ne rien vous cacher, Hélios lui-même peine à s'y faufiler. À vrai dire, l'endroit doit son nom au tournesol qui l'entoure, rien de plus. C'est une femme qui en est propriétaire, et il se murmure que sa propre maison est munie d'une double porte toujours gardée par deux gros chiens, au cas où un locataire un peu véhément viendrait se plaindre de l'indécence de son logis. La deuxième cité, la Cité Foucault, appartient aussi à une femme qui a une méthode légèrement différente pour gérer ses affaires. Elle mène à la baguette cette population hétéroclite, ne craignant pas de prendre au collet le locataire récalcitrant, allant au besoin la nuit récolter l'argent des retardataires et, dans les cas extrêmes, en démontant les portes de ceux qui s'obstinent à ne pas payer. Voici 3 locataires qui m'appartiennent parmi les 13 et ils sont en train de déblayer un autre locataire.
Un logement moyen dans ce genre de cité coûte environ 1,50 franc par semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier se fait hebdomadairement, et en moyenne, environ 25-30 francs. Pour ce prix-là, un des plus bas de Paris, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Les logements sont petits, insalubres, les vitres cassées sont rafistolées avec du papier journal. La Cité du Soleil et la Cité Foucault ont une petite particularité par rapport aux autres endroits du genre qu'on trouve dans Paris. Elles ont la réputation d'être des succursales de prison, car on dit qu'il y a soit là des gens qui en sortent, soit là des gens qui vont y aller. Mais malgré tout, ce ne sont pas les pires de Paris, en un sens. Certes, c'est un ramassis de taudis, mais au moins, ces deux cités ne font pas plus d'un étage, et ne s'y entassent que quelques centaines de personnes. Dans la cité Jeanne d'Arc, non loin de la place d'Italie, c'est une autre affaire. Il y a plus d'1 millier de logements. Et voici ce qu'en dit un rapport. Les impasses, les allées, depuis longtemps dépourvues de pavés, ne forment que des canaux de boue liquide. Boue formée par les détritus, les ordures, les eaux ménagères qui croupissent là fraternellement. Quand il pleut, au moins, l'eau de pluie divise et emporte un peu au dehors cette corruption. Ça, c'est seulement pour vous donner une idée des allées qui mènent jusqu'aux entrées des immeubles. Voyons maintenant les logements, qui sont totalement assortis au tableau. Les plafonds sont sales, les papiers tombent en lambeaux, et sur les débris, des insectes de toute nature ont élu domicile. Les planchers sont recouverts d'une couche épaisse de malpropreté. Dans les uns, ce sont les panneaux des portes qui manquent. Ailleurs, ce sont les vitres qui font défaut aux fenêtres. Ailleurs, enfin, on ne peut ouvrir les fenêtres par suite du mauvais état des ferrures et de la menuiserie. Beaucoup de cheminées sont brisées, leurs montants non remplacés. Certains logements sont traversés par des tuyaux de descente. Et, comble du sordide, les caves sont partiellement remplies de matière fécale dont l'odeur remonte dans quasiment tout l'immeuble. Les logements insalubres de la route de la Révolte ne sont pas franchement mieux que ceux de la cité Jeanne d'Arc. Cependant, ils trouvent toujours preneur, et la location n'est pas toujours officielle, puisque dès qu'un logement est vacant, il est squatté. Ah, nous arrivons maintenant dans ce qui est sans doute l'attraction phare de la route de la Révolte. Un bar qui s'appelle à la Grange le Tombeau des Lapins. L'établissement a une devanture pour le moins singulière, dont je laisse le soin de la description à un témoin de l'époque. Approchez-vous et regardez le tableau qui domine la boutique. C'est une superbe toile de 5 à 6 pieds carrés, magistralement peinte par quelques lantaras perdus dans le quartier du Chiffon. Au premier plan, voici la maison elle-même, la grange, avec une immense casserole à la porte. Près de cette casserole, un prêtre, un bedeau, un Suisse empanaché, des enfants de chœur, un croque-mort, tous avec des têtes de lapin. C'est le personnel officiant. Au loin, dans un paysage largement tracé, les hauteurs de Montmartre, de la Villette, des Batignolles, Levallois, Saint-Ouen, Clichy, et, de partout, arrivant sur 2 rangs, à perte de vue, des colonnes de lapins conduits par des maîtres de cérémonie et se dirigeant vers la casserole qui doit être leur tombeau. D'où le nom de l'établissement qui, vous l'avez compris, sert surtout du lapin à manger. Mangeons-les, mangeons-les. Il se dit dans le quartier que le premier propriétaire du lieu est devenu rentier. Non pas qu'il ait suggéré de main de maître son établissement, mais il a eu la bonne idée d'épouser une obèse de 300 kilos et de la montrer dans les foires, moyennant paiement, bien sûr. Quant au nouveau tenancier du tombeau des lapins, il arrondit ses fins de mois en louant au chiffonnier quelques logements dont il est propriétaire. Bon, je crois qu'il est l'heure de quitter ce sinistre coin pour passer aux choses sérieuses. Venez, mettons-nous en route vers les quartiers centraux. Là, il y aura de quoi s'encanailler. Vous allez voir que même dans les transports publics, la soirée peut déjà prendre une tournure parfaitement inattendue. Pardon ? Ah non, nous ne prendrons pas le métro. Il n'existe pas encore à l'époque où nous sommes. Non, pour nous ce sera l'omnibus, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Bien, la soirée a déjà commencé et nous sommes en chemin vers les quartiers centraux de Paris, ceux où il y a le plus d'activité. Pour faire la route, nous avons pris l'omnibus, l'ancêtre du bus, et nous partons de la Porte Maillot pour nous rendre à l'hôtel de ville, là où les choses sérieuses vont commencer. À la différence des fiacres, qui sont des sortes de taxis, l'omnibus est un moyen de transport public. Il est très utilisé par toutes sortes de personnes, y compris des... Pardon ? Oui, vous avez perdu votre ticket ? Non ? Je ne comprends pas, pardon. Ah, vous avez un ticket avec la jolie blonde qui vous fait de l'œil juste derrière. Oh, attendez. Bon, si j'étais vous, je serais sur mes gardes. Loin de moi l'idée de vous vexer ou de remettre en cause votre charme, mais il me semble que nous ayons affaire à une professionnelle. C'est une pute, $50, ça couche tout de suite. Au 19e siècle, Paris a la réputation d'être une ville dans laquelle on trouve des prostituées à peu près partout, y compris dans les endroits les plus inattendus, et certaines d'entre elles officient spécialement dans les transports. Celles qu'on trouve dans les omnibus ont même un surnom spécial. On les appelle les omnibusardes. Voici comment elles s'y prennent pour ferrer le client. La dame
est avenante, elle monte en omnibus, le plus souvent sur les boulevards. Au moment de payer, elle a oublié son porte-monnaie. Le conducteur grogne, la dame rougit, elle fait mine de se baisser pour chercher, elle laisse voir un bas de jambe des plus engageants et une rotondité qui se devine sous son strapontin. Un voyageur lui offre le prix de sa place. Elle accepte et, arrivée au bout du trajet, elle remercie le monsieur obligeant. Comme je ne veux pas que vous croyiez que je suis une aventurière, quand vous passerez dans mon quartier, venez me rendre visite. Elle lui tend sa carte. Le lendemain, c'est un client de plus. Vous dites ? Certes, vous n'avez pas payé le ticket de cette demoiselle et oui, j'en conviens, son regard pousse à pêcher. Il me pousse à pêcher. Mais faites attention, en plus de la technique du ticket, il y en a une autre encore plus retorse. Souvent, après une batterie d'œillades qu'un néophyte pourrait croire sincère et charmante, la prostituée descend du bus, mais pas à n'importe quelle station. Souvent, elle s'arrête près d'un restaurant ou d'un débit de boisson dans lequel elle a ses habitudes. Si elle a été convaincante, le client ferré la suivra et insistera pour l'inviter à prendre un verre, etc. Bref, dans l'omnibus, il y a, certes, pas de passe, mais par contre, qu'est-ce que ça racole ? Oh non, en fiacre, ça n'aurait pas forcément été mieux. Beaucoup de cochers connaissent des prostituées avec qui ils collaborent. Laissez-moi vous expliquer. Lorsqu'un cocher prend en charge un client pour une course, il s'arrange pour passer dans certaines rues, notamment des petits passages dans lesquels des prostituées, que parfois il connaît personnellement, racolent directement aux fenêtres. Avec un peu de chance, son client en repérera une et s'arrêtera pour une passe. Le cocher touchera une commission, puisqu'il apporte le client sur un plateau. Mais d'autres automédons vont encore plus loin. Devant les gares, ils attendent avec une prostituée à l'intérieur de leur fiacre. La technique est simple. Un client entre, est surpris de trouver une femme dans la voiture. La passagère inattendue lui demande où il va, puis il le rassure en lui affirmant qu'elle se rend exactement dans la même direction. Il n'en est rien, cela va de soi. C'est ensuite à elle d'être assez habile pour mener à bien son affaire, que ce soit en faisant une passe directement dans le fiacre ou, comme dans l'omnibus, en laissant son contact pour plus tard. Bon, on ne devrait pas tarder à arriver. Pardon ? Oh oui, veuillez m'excuser. Je ne vous ai même pas dit où nous allions précisément. Quel impardonnable double fils de Hollandais je suis. Il y a pléthore de choix quand il s'agit d'aller dans les bas-fonds de Paris. Pas mal de quartiers ont une réputation aussi sale que l'âme d'un païen. Le quartier des Buttes-Chaumont, la place Maubert, une partie du 13e arrondissement, mais aussi certains coins des pentes de Montmartre et à peu près toute la périphérie de la ville, et les ruelles aux abords de n'importe quel boulevard, passent pour être aussi sûrs qu'un champ de bataille napoléonien. Bref, il y a du choix. Cependant, mis à part ponctuellement quelques spécificités propres à tel ou tel quartier, les bas-fonds se ressemblent à peu près tous, et on y fait peu ou prou la même chose. En ce qui nous concerne, nous allons aux Halles. Pourquoi spécifiquement là-bas ? Eh bien, premièrement parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités, et que, j'anticipe déjà la fin de soirée. Lorsque les bars ferment, tous les gens qui ne rentrent pas chez eux vont, pour ainsi dire, s'achever aux Halles. Si nous partons faire la tournée des Bouches de Montmartre ou de la place d'Italie, je ne suis pas sûr que nous ayons la motivation et les facultés motrices de marcher jusqu'aux Halles quand tout aura fermé. Alors autant ne pas aller trop loin. Ah, nous voici à l'hôtel de ville. Descendez donc, il y a un peu de marche à faire, mais rien qui ne saurait nous intimider. Voici la mairie de Paris. Qu'est-ce que tu en penses ? Regarde, c'est très joli, tu peux continuer à me toucher la bite. Nous allons passer à côté de la Fontaine du Châtelet, un lieu qui sert de point de rendez-vous aux courtiers. Non, rien à voir avec les assurances. Les courtiers de la Fontaine du Châtelet gèrent des affaires d'un tout autre genre. Ils s'occupent de recruter de nouvelles prostituées. Pour ça, ils vont aborder des filles, de préférence celles qui ont l'air pauvres et misérables, et leur font miroiter monts et merveilles en échange d'un travail sur lequel ils en disent le moins possible. Si la proie mord à l'hameçon et veut en savoir plus, le courtier l'emmène chez un marchand de vin et la fait boire le plus possible. Lorsqu'elle est assez ivre ou comateuse pour être totalement incapable de comprendre ce qui lui arrive, le courtier l'emmène jusqu'à la gare et la met dans un train à destination de la province. Il fait le trajet avec elle et, une fois arrivé à destination, il la remet en main propre, si j'ose dire, à un maquereau ou une maquerelle locale avec qui il est en contact. Il touchera une commission, reviendra à Paris, se repostera devant la Fontaine du Châtelet et recommencera. Oui, un malheur est vite arrivé dans le coin. Ça y est, nous arrivons dans le quartier des Halles. Bon, à partir de maintenant, soyez sur vos gardes. Non pas que nous soyons particulièrement en danger. Paris a la réputation d'être une ville relativement sûre par rapport à d'autres capitales, comme Londres. Mais il y a tout de même certaines choses à garder à l'esprit quand on se balade dans le quartier des Halles, réputé pour être l'un des pires de Paris. Premièrement, il y a des bagarres. Pas forcément aussi tôt dans la soirée, mais plus tard, quand les esprits sont bien échauffés par le vin. Rien de nouveau sous le soleil jusque-là. Mais il n'y a pas que des bagarres d'ivrognes. Ce quartier, comme plusieurs autres à Paris, peut être le théâtre de règlements de compte entre bandes rivales. La plupart du temps, ce genre de rixe se passe dans les rues peu fréquentées qui avoisinent les boulevards. C'est commode, car il y a moins de passants, on n'est donc pas trop dérangé. Et si la police s'en mêle, la fuite est plus simple que si l'affrontement se passait dans un cul-de-sac étroit du centre. Si vous êtes témoin d'un tel spectacle, ne vous amusez surtout pas à participer. Vous risquez de vous prendre des coups de surin et votre sang ira diluer la boue entre les pavés. Inutile aussi de prévenir la police. Généralement, elle n'intervient pas plus que ça dans ce genre d'affaires. La philosophie des agents est plutôt la suivante. Mieux vaut laisser les bandits s'entretuer, un malandrin qui meurt, c'est un malandrin de moins à surveiller.
Cependant, si vous tenez absolument à vous battre, je vous recommande d'aller traîner vers le canal de l'Ourcq, à côté de la Villette. Pourquoi ? Eh bien, dans certaines caves ou arrière-cours de ce quartier, il y a des combats clandestins, plus ou moins de la boxe. Je vais laisser quelqu'un qui y est allé vous donner quelques précisions supplémentaires sur ce qui se passe dans certains sous-sols. Des hommes nus jusqu'à la ceinture s'y battaient, et un arbitre, montre en main, surveillait le combat. C'étaient des hommes des abattoirs qui, par amour du sport, boxaient sans gants, s'assommaient devant un public d'amateurs, dans les salles mal chauffées, mais semées de sueur de bois ou de tanne, pour que le sang ne fît glisser personne, ils s'affrontaient un court moment, puis, se portant les premiers coups, partaient sur un rythme effarant. Comme des bêtes, s'acharnant à frapper l'adversaire au point de le laisser pour mort, ils ne cessaient pas avant qu'on emportât le vaincu dans une pièce voisine où des soigneurs le ranimaient. À mesure que la nuit avançait, les rencontres devenaient plus sévères. « Time !» avait beau crier l'arbitre. Ces messieurs ne l'entendaient pas. Ils se donnaient des swings directs à ébranler un bœuf. Et, tout sanglant, les oreilles et le nez déchirés, n'acceptaient la victoire qu'au prix où ils l'avaient fixée. Notez que certains de ces combats sont parfois de parfaits prétextes pour permettre à deux types de régler un différend entre eux. Et il arrive qu'il y ait des morts. Évidemment, il y a eu mort aussi, hein. Voilà, ça fait... Oh, punaise. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de combat dans le coin, bien que chaque troquet puisse potentiellement se changer en ring de boxe à n'importe quel moment de la soirée. En principe, dans des quartiers animés comme celui-ci, la police tente de prévenir et dissuader les crimes et la violence en faisant des patrouilles régulières. Ça ne fonctionne pas toujours. Les patrouilles sont bruyantes et visibles à des lieux à la ronde, et leur itinéraire est souvent connu. Autrement dit, les voleurs ont largement le temps de se carapater ou de les éviter bien avant qu'elles arrivent. Enfin, je vous rassure, même si nous ne sommes pas à l'abri d'une très mauvaise rencontre et d'un coup de rasoir, gardez à l'esprit que le type de crime le plus répandu dans le coin, c'est le vol. Bien sûr, on vise en priorité les bourgeois, ou du moins, les gens qui en ont l'air. Remarquez que ce n'est pas parce que le vol est le crime le plus répandu que les voleurs font fortune dans le coin. Le montant moyen d'un vol est d'une 50aine de francs, environ 2 semaines de salaire pour un ouvrier. Et il ne s'agit pas là d'une somme en espèces, mais plutôt de la valeur moyenne des objets dérobés. La plupart du temps, des gants, des parapluies, des montres, des écharpes. Pour ce qui est du recel, le commerce est plutôt local. Après avoir réussi avec succès leur jet de vol à la tire, les larcineurs, qui ont souvent un réseau, se rendent dans des estaminets du coin et revendent leur butin à un receleur qui, lui-même, le revendra Dieu sait où. Notez que certains tenanciers ou cabaretiers peuvent être impliqués dans du recel. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans une carrière de bandit professionnel, les tavernes du coin, qui sont fréquentées par toutes sortes d'individus louches, sont un endroit tout indiqué. J'ai retrouvé une histoire assez amusante de quelqu'un qui s'est retrouvé impliqué dans la préparation d'un casse, malgré lui. Mais oui, je vais vous raconter ça. Un jour, un jeune dessinateur fauché s'est fait aborder dans une taverne par un monsieur plutôt bien mis, qui s'est présenté comme secrétaire d'un célèbre archéologue qui préparait un livre sur les cathédrales de France. Notre dessinateur s'est vu proposer par l'homme un boulot simple, illustrer le livre avec des dessins très précis des façades des cathédrales. Pour achever de convaincre le futur illustrateur, l'homme lui remit une avance de 100 francs, une grosse somme. L'illustrateur accepta et attendit que l'homme reprenne contact avec lui, pour lui donner plus de précisions sur les façades à représenter. Ce qui n'arriva jamais. En fait, l'homme n'était pas le secrétaire d'un archéologue, mais un cambrioleur, et il prévoyait de piller des cathédrales. Il avait donc besoin de dessins et de plans précis pour préparer les coups. Bref, c'est un exemple parmi d'autres du genre de travail qu'on peut trouver en errant dans les tavernes du quartier. D'ailleurs, ce quartier des Halles, à quoi ressemble-t-il en cette fin du 19e siècle ? Même si le baron Haussmann et la modernisation sont passés par là, le coin a tout de même conservé une partie de son aspect ancien, tant au niveau architectural que sanitaire. Certaines rues sont fangeuses et pas mal d'immeubles en bout de course abritent des taudis la plupart du temps. Le pire se trouve entre les rues Saint-Denis, Montmartre, Turbigo et Rambuteau. Si on en croit un auteur de l'époque, le coin a l'air de ceci. Ces maisons datent du Moyen-Âge. Ce sont les derniers vestiges du Paris de Philippe Auguste. Les rues sont étroites, les maisons se touchent, les allées sont sombres, fuligineuses, squalides. Les ordures qui y sont amoncelées puent et rendent les dalles glissantes. Les murailles sont visqueuses, les escaliers sont usés, raides comme des échelles de meunier. Les lieux et les plombs répandent une odeur nauséabonde. L'intérieur des immeubles est aussi repoussant que l'extérieur. Et pourtant, aussi étonnant que ça puisse paraître, les appartements du quartier sont parmi les plus lucratifs de Paris. Certains peuvent rapporter 1000 francs par mois. C'est une sacrée somme, une dizaine de mois de salaire pour un ouvrier moyen. Comment est-ce possible ? Eh bien, il y a un secret de polichinelle. Ça ne vous a probablement pas échappé, il y a pas mal de femmes dans le quartier.
Toutes ne sont pas des prostituées, cela va de soi, mais bon nombre viennent dans les parages pour travailler, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont une composante non négligeable de l'économie du quartier. Attention cependant, il y a différentes catégories de prostituées, celles qui fréquentent les bars et celles qui attendent devant les portes des taudis qui se trouvent dans certaines ruelles. Nous allons nous intéresser à ces dernières pour commencer. Vous le voyez, ces prostituées sont plus des femmes de la fatalité que des femmes fatales. Elles sont situées globalement dans la tranche haute de la prostitution en termes d'âge et dans la tranche basse en termes de beauté. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. Quand elles n'ont pas de clients, elles s'occupent à même la rue ou dans les couloirs des immeubles, soit en faisant de la couture, soit en faisant griller de la nourriture ou d'autres choses en attendant qu'un client arrive. Quand il y en a un, elles montent avec lui dans une chambre de l'immeuble. Mais je vais laisser à un témoin direct le soin de vous dépeindre le genre d'endroit dans lequel se font les passes. De chaque côté des couloirs, des portes mal jointes, vitrées de carreaux cassés, raccommodées avec des vieux journaux, donnent accès à des taudis sans nom. Ils sont meublés d'une couchette en bois blanc peint, d'un seul matelas de varech sur une paillasse éventrée, d'une couverture en laine grise, de draps crasseux et graisseux qui puent le lubin et l'eau de Cologne achetée 10 sous dans un bazar, d'un oreiller, 2 chaises dépaillées, indispensables, d'une table de nuit supportant un pot à eau et une cuvette ébréchée, objet non moins indispensable. Au mur, du papier A4 sous le rouleau, papier qui tombe en lambeaux, souillé par les crachats et les déjections de toute nature. Les trous en sont bouchés par une ordurière. Petite précision supplémentaire, ces immeubles sont parfois tellement délabrés que les escaliers n'ont plus de rampe. On peut donc facilement assassiner des gens. Il suffit de les pousser dans les escaliers et de dire à la police qu'ils étaient ivres. Les clients qui partent sans payer ne sont pas à l'abri de la fatale glissade. Mais les prostituées, elles aussi, sont parfois en danger. Je suis tombé sur l'histoire de l'une d'entre elles qui a été égorgée par un de ses clients. Après avoir reçu le coup mortel, elle s'est, semble-t-il, ruée vers sa fenêtre du 3e ou 4e étage pour appeler à l'aide. Mais rien à faire. Elle était incapable de hurler avec la gorge tranchée. Personne ne s'est inquiété sur le coup. Tout le monde pensait qu'elle était ivre et qu'elle s'était mise à vomir du vin avant de s'endormir. Comme je vous le disais, c'est paradoxalement dans ce genre d'ambiance misérable que s'épanouit l'un des systèmes de location les plus lucratifs de la capitale. Au lieu de louer la chambre à la semaine, au mois ou à la journée, on la loue à la passe. Imaginez maintenant que 5 filles travaillent dans un immeuble, qu'elles reversent au propriétaire 50 centimes par passe et qu'elles en font 5 par jour. Ce dernier obtient quotidiennement une douzaine de francs, une somme rondelette quand on sait qu'un ouvrier doit travailler 4 jours pour l'obtenir. Il va de soi que ce ne sont pas les filles qui s'enrichissent avec ce système, mais les propriétaires. D'ailleurs, plus un bien est situé sur une rue passante, autrement dit un endroit où les clients potentiels sont nombreux, plus les prix s'envolent. Il faut dire que les prostituées qui travaillent dans les taudis ont pignon sur rue. Elles peuvent parfois directement racoler à la fenêtre, et même quand elles n'y sont pas, leur activité est signalée par un signe distinctif accroché à la rambarde. Cage à oiseaux, rubans, fleurs. Tout ce système de prostitution est valable pour les passes qui ont lieu dans ce qu'on appelle les garnis, les appartements miteux que nous venons de voir. Pour les autres prostituées, celles qui bourlinguent dans les bars, l'affaire est différente. Ceci dit, causer de la sorte commence à me donner soif. En parlant de bar, que diriez-vous d'aller rendre un petit hommage à Bacchus? Je vous propose de continuer autour d'un saladier dans le premier débit que nous verrons. Et ce ne sera pas dur d'en trouver. À Paris, au 19e siècle, il y a environ 13 débits de boissons dans un rayon de 100 mètres. Pardon? Oui, j'ai bien parlé d'un saladier. Un saladier de quoi? Oh, ça vous verrez. Venez, entrons là-dedans. Regardez, c'est un café-crèmerie. Pas mal pour commencer. Ces établissements sont assez particuliers. Ils ont la réputation d'être vraiment minables, c'est le terme. Mais c'est minable! Officiellement, on peut y acheter du café et de la crème, comme le nom l'indique. Mais officieusement, tout le monde y vient pour se dessouder la caboche à coups d'alcool frelaté. En même temps, certaines cafés-crèmeries autorisent les clients à dormir à même les banquettes, alors forcément, ça attire du monde, notamment ceux qui n'ont pas d'endroit où passer la nuit. Les cafés-crèmeries sont souvent composés d'une simple salle munie d'un zinc et de quelques banquettes. Comme au XXIe siècle, au XIXe siècle, il y a plusieurs types de débits de boissons, et les cafés-crèmeries, c'est un peu l'échelon le plus bas. On pourrait dire que c'est un peu l'archétype de l'assommoir, un endroit où on vient simplement pour s'assommer, alcooliquement parlant. Ce n'est vraiment pas cher, mais c'est infect. Et niveau ambiance, à part des arsouilles patibulaires, ne vous attendez pas à croiser grand monde. Ça y est, c'est la fête. Comme je vous le disais, nous allons prendre un petit saladier, un incontournable de l'époque. Bon, le tenancier a l'air absent. Ohé, il y a quelqu'un? Oh, nom d'un boulet ramé. Mais où est donc passé ce coquin de Mastroquet? Serait-il tombé dans un de ses fûts? Ohé, bille à châtaigne, cervelas de carême. Au lieu d'agacer le polichinelle en loose dé et jouer les princes de la tétine à t'en faire cracher le renard, viens-t'en dardard. Y en a qui voudraient tomber le zinc avant que la sorgue se soit carapatée. Je vous prie de bien vouloir excuser mon langage, mais l'argot, c'est un peu quelque chose d'incontournable par ici. C'est difficile de s'y retrouver entre les variations selon les corps de métier, les origines géographiques de ceux qui le parlent, etc. Ceci dit, les journalistes et les romanciers de l'époque prennent un malin plaisir à l'utiliser pour pimenter certains de leurs dialogues. Il faut dire que pour le bourgeois moyen, entendre de l'argot, c'est plutôt exotique. Ah, voilà enfin le patron. Donne donc un saladier.
Quel brave homme. L'attente ne devrait pas être très longue. Oui, j'ai bien parlé d'un saladier. On va nous en remplir un avec un mélange que je garde confidentiel pour le moment. Le saladier du 19e siècle est presque aussi répandu que la pinte de bière de nos jours. Il y a d'autres incontournables de l'époque, mais nous allons commencer raisonnablement. Ah, tenez, regardez, le voici, le voilà. Vous remarquerez que le saladier qu'on nous apporte est en étain, matière plus difficilement cassable que le verre ou la terre cuite. Très clairement, on utilise l'étain pour deux choses. Éviter de casser de la vaisselle et réduire les dégâts potentiels que les clients pourraient se faire en se battant avec. Dans le saladier, il y a 3 ingrédients. De l'eau, du sucre et du vin. Le tout est parfois servi tiède. Le vin, c'est la boisson incontournable du 19e siècle en France, surtout à Paris. De nos jours, la consommation moyenne de vin par an et par Français est d'une 50aine de litres. Au 19e siècle, en province, c'était le double, une centaine de litres. Et à Paris, attention, la consommation moyenne annuelle était de 230 litres. Il faut dire que boire est l'activité sociale par excellence. Selon son milieu, ses moyens, on fréquente tel ou tel établissement. Et le vin est parfait puisqu'il peut répondre aussi bien à des exigences qualitatives qu'à des exigences quantitatives et bon marché. On ne sert évidemment pas le même vin au Maxims que dans un cabaret miteux de Montmartre. La consommation assez impressionnante d'alcool s'explique aussi par le fait qu'à l'époque, on a tendance à se méfier de l'eau qui est perçue comme vectrice de maladies. À raison. Au 19e siècle, les eaux potables de Paris sont très régulièrement souillées et impropres à la consommation. Mais il y a une logique dans la consommation de boissons alcoolisées. Boire de l'eau coupée avec de l'alcool, du vin par exemple, c'est théoriquement réduire les risques de maladies puisqu'on ingère moins d'eau potentiellement souillée. À l'époque, le vin est d'ailleurs considéré comme une boisson hygiénique avant d'être un alcool. Et d'une manière générale, si quelqu'un commet un méfait en état d'ébriété, l'ivresse sera perçue comme une circonstance atténuante, surtout si elle vient du vin. Elle est goulayante cette vilasse. Quoique un peu clairette. Mais allez, trinquons, vous faites comme vous voulez. Vous remplissez le verre qu'on vous a donné dans le saladier ou bien vous buvez directement dedans. C'est vous qui voyez. Allez, santé. Alors, vous en pensez quoi ? Oui, je vous l'accorde, pas de quoi fouetter un chat. Mais je vous rappelle que nous sommes dans un estaminet tout ce qu'il y a de plus modeste. Ceci dit, vous avez sans doute été surpris par l'étonnante légèreté du breuvage. En fait, le vin du 19e siècle est plus léger que le nôtre. Il tire en général autour des 8-10 degrés, et il est assez rare qu'on le boive pur. Il est souvent coupé à l'eau. Le degré se réduit donc encore un peu. À Paris, la plupart du temps, le vin vient du Languedoc ou d'Algérie. On masse les stocks, qui sont surtout en tonneaux, pas en bouteilles, à Bercy, dans des hangars qui sont, d'ailleurs, toujours debout au 21e siècle. Une fois le vin importé et stocké, il est revendu plus localement. N'allez pas croire que parce qu'on est au 19e siècle, l'honnête ouvrier parisien s'abreuve directement avec le bon vin du brave paysan languedocien. Non, 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 les choses sont plus compliquées. On trouve bien sûr des vins de qualité dans les établissements huppés, mais dans les estaminets de plébéiens, la chose est différente. Les vins sont mélangés, remélangés, coupés avec toutes sortes de choses, de l'eau, des colorants, etc. Le but est de faire passer des vessies pour des lanternes et de faire croire aux clients qu'il boit tel ou tel bon cépage alors qu'en fait, il n'en est rien. Il y a même des négociants peu scrupuleux qui coupent le vin avec du cidre. Ce sont des méthodes de truands. Le cidre de l'époque, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. On en boit très peu car c'est assez compliqué à transporter et à conserver. Pour faire simple, le temps de faire venir le cidre de Normandie en train, il tourne et devient aigre. De quoi ? Le faire venir de Bretagne. Allons, le cidre breton est au cidre normand ce que le vin anglais est au vin français. Oh ! De toute façon, faire venir le cidre de l'Ouest ne change en rien le problème de la conservation. En définitive, pour avoir du bon cidre à Paris, il n'y a qu'une solution, faire venir des pommes et le fabriquer sur place. Ça coûte cher et c'est compliqué car la fabrication d'alcool est officiellement interdite à Paris. Les tenanciers des débits de boissons, qui ne sont pas toujours à la recherche de la qualité, préfèrent souvent acheter du mauvais cidre et masquer l'aigreur avec diverses substances, dont du goudron entre autres. Ceci dit, le cidre est parfois bien pratique car le prix du vin est fluctuant et lorsqu'il s'envole à cause des épidémies qui ravagent les vignobles entre autres, on se rabat dessus. Mais pourquoi parlais-je du cidre déjà ? Ah oui, juste pour vous dire qu'il y en avait peut-être dans le vin. Oui ? Ah non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'établissement, et les cafés-crèmeries en général, ne servent pas à manger. Certes, certains clients sont à table. En fait, on peut apporter de la nourriture de l'extérieur, et l'établissement fournit les couverts et les assiettes. Mais quelle heure est-il, s'il vous plaît ? 21h. Oh parfait, la soirée bat son plein. Bon, nous n'allons pas moisir ici, cet assommoir est d'un triste. Il y a d'autres endroits bien plus sympathiques et un peu plus animés. Allons donc chez un marchand de vin. Ce genre d'établissement est typique de la vie nocturne parisienne. Venez. Marchand de vin ? Oui, c'est le terme utilisé pour désigner la majorité des débits de boissons moyens. J'aurais pu vous emmener dans un cabaret, un genre d'établissement qui se distingue par le fait qu'on y joue de la musique et qu'on y pousse parfois la chansonnette. À ce propos, il y a pas mal de cabarets célèbres à Paris. Le plus connu, c'est sans doute le Lapin Agile, à Montmartre, fameux pour être l'archétype du cabaret parisien malfamé. Mais il n'y a pas que lui. À l'est de la Butte se trouve un établissement à la réputation déplorable nommé le Lapin Blanc. C'est un peu loin des Halles, là où nous sommes, mais à défaut d'y aller, je vais laisser un habitué vous en parler.
L'emploi des armes à feu ne semblait pas interdit. Certaines nuits pouvaient s'inspirer des nuits de Kansas City à ses débuts, quand des bandes se fusillaient dans un saloon pour des motifs plus vénaux que professionnels. Le Lapin Blanc, qui fut à ma connaissance un des derniers établissements de ce genre, offrait à ces jeunes gens, saturés d'idéaux à la fois vulgaires et romantiques, des distractions sentimentales. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le Far West! Voici la description d'un autre cabaret typique qui, hasard, est lui aussi nommé le Lapin Blanc. Celui-là n'est pas à Montmartre, mais se trouve rue aux Fèves, une rue disparue de l'île de la Cité. Voici une idée de l'ambiance. On y pénètre d'abord dans une vaste salle, basse, au plafond enfumé, rayée de solives noires et éclairée par la lumière rougeâtre d'un mauvais quinquet. Les murs, recrépis à la chaux, sont couverts, ça et là, de dessins grossiers ou de sentences en termes d'argot. Le sol battu, salpêtré, est imprégné de boue. Une brassée de paille est déposée, en guise de tapis. La paille, dont la principale fonction est de protéger le sol, a le mérite de pouvoir être changée assez facilement. Mais d'autres établissements dont le sol est en carrelage ou en plancher répandent plutôt du sable ou de la sciure de bois, des matériaux qui peuvent aussi être facilement remplacés et qui sont fort commodes lorsqu'il s'agit d'absorber les éventuels liquides qui tombent par terre, ce qui est fort utile puisque l'ambiance des estaminets est propice au renversement de divers fluides. Mais allons, entrons donc dans ce bouge. Oh, la première chose qui va littéralement vous sauter aux yeux, c'est la fumée. De la fumée de tabac, principalement, puisqu'on fume plus que de raison dans ce genre d'endroit. Principalement la pipe et les cigarettes. En parlant de ça... Comme beaucoup d'établissements ne sont pas chauffés, on laisse portes et fenêtres closes. La fumée s'amasse et une sorte de brouillard plane rapidement au-dessus des clients. Au volute de tabac se mêlent plusieurs autres effluves. Il y a parfois les vapeurs de la vaisselle qu'on fait dans un coin, mais aussi la vapeur du vin que, rappelez-vous, on sert parfois chaud. Question odeur, un témoin donne une synthèse pertinente. Ça sent le sang tiède, le vin chaud, le tabac et le chien mouillé. Une odeur de chien mouillé. D'un clébard qui a été à la chasse, comme ça. Bien que chaque établissement soit différent par son agencement et sa décoration, comme aujourd'hui d'ailleurs, voici une description assez représentative de la plupart des marchands de vin de Paris. De chaque côté de cette salle, il y a 6 tables. D'un bout, elles sont scellées au mur, ainsi que les bancs qui les accompagnent. Au fond, une porte donne dans la cuisine. À droite, près du comptoir, existe une sortie sur l'allée qui conduit au taudis où l'on couche à 3 sous la nuit. Ne cherchez pas midi à 14h. Si une partie du mobilier est fixée au sol, c'est pour éviter que les clients s'en servent pour se taper dessus, ou les volent. Et les taudis à 3 sous, ce sont des chambres sommaires qu'on peut louer pour la nuit. Il n'y en a pas dans tous les établissements, mais ça arrive. Allons donc au comptoir. Là encore, je vais laisser la plume d'un familier nous entraîner. Le comptoir plaqué de plomb est garni de brocs cernés de fer et de différentes mesures d'étain. Sur une plaquette attachée au mur, on voit plusieurs flacons de verre façonnés de manière à représenter la figure en plein pied de l'empereur. Ces bouteilles renferment des breuvages frelatés de couleur rose et verte, connus sous le nom de parfait d'amour et de consolation. Ah, quelle belle image! Si on expose des mesures, c'est pour que le client ne soit pas lésé sur le dosage quand on le sert. En ce qui concerne la décoration, il faut dire que le comptoir des marchands de vin est souvent leur plus grande fierté, d'où le fait de l'arranger comme il faut. Derrière lui, le patron expose les principales consommations qu'il propose. Mais attention, l'entourloupe n'est jamais loin. Beaucoup de bouteilles ne servent que pour faire joli. Elles sont non étiquetées, cachetées et remplies d'eau colorée. Jamais le patron n'en ouvrira une pour vous. Si d'aventure vous lui demandez de vous servir le contenu d'une de ces bouteilles, il vous versera un breuvage qui sera vaguement d'une couleur similaire en prétendant que ça vient d'une bouteille remplie du même breuvage, mais qui est ouverte et qu'il faut finir avant d'ouvrir l'autre. En parlant de lever le coude, qu'est-ce que vous voulez boire? Une bière? Ah non, ce n'est pas très local ça. On en boit au 19e siècle, mais en termes de consommation, elle arrive bien après le vin. On la fait venir de l'Est principalement. On n'en trouve pas toujours, aussi je vous la déconseille. Vous pouvez éventuellement demander des boissons régionales. Il y a du rhum, du cognac, de l'armagnac. Mais mieux vaut être prudent dans les estaminets de bas étage. La fraude est courante, et les alcools qu'on vend sont trafiqués. Le rhum n'est parfois qu'un conglomérat d'eau, de colorants, de sirop coupé avec des alcools forts. Un cocktail? Allons, nous sommes à la fin du 19e siècle. Il n'y en a quasiment pas, surtout dans les établissements basiques comme celui-ci. Quoique, si on prend en compte toutes les substances diverses ajoutées dans les boissons pour les trafiquer, on peut dire qu'en quelque sorte il y en a. Blague à part, si nous voulons faire dans le classique sans prendre trop de risques, il n'y a qu'une seule option, l'absinthe. Vous connaissez sans doute cet alcool dont la réputation n'est plus à faire. C'est une boisson à base de plantes extrêmement populaire pour 2 raisons très simples. C'est fort et ce n'est pas cher, 15 centimes le verre en moyenne. C'est le prix de 300 grammes de pain blanc. Ce tarif qui défie toute concurrence est possible grâce à un procédé de fabrication par infusion sur lequel je ne digresserai point. Nous partons donc sur des godettes fées vertes? C'est parfait. En attendant les consommations, j'attire votre attention sur l'endroit. La plupart des débits de boissons populaires du 19e siècle sont agencés de la même façon. Il y a une salle principale, celle dans laquelle nous sommes et où se trouve la majorité des clients. Mais pas que. On trouve fréquemment une ou plusieurs autres pièces, souvent des caves ou des arrière-salles, dans lesquelles, ne vous en faites pas, nous aurons l'occasion d'aller. Ah, nous voilà servis. Santé.
Exception faite du comptoir, la décoration des marchands de vin est souvent très sommaire. Ça ne sert à rien d'en faire trop, tout risquerait d'être abîmé à la première bagarre. Les établissements les plus cossus ont un miroir, et les murs sont parfois ornés de fresques ou de graffitis, la plupart du temps. Notez que si le rôle du tenancier est souvent tenu par un homme, il arrive parfois que ce soit une femme qui gère l'établissement. Voici d'ailleurs un portrait assez saisissant de l'une d'entre elles qui répond au délicat surnom de l'ogresse. L'ogresse a 40 ans environ. Elle est grande, robuste, haute en couleur et quelquefois barbue. Sa voix rauque, virile, ses gros bras, ses larges mains annoncent une force peu commune. Elle porte sur son bonnet un vieux foulard rouge et jaune. Un châle de poils de lapin se croise sur sa poitrine et se noue derrière son dos. Sa robe de laine verte laisse voir ses sabots noirs, souvent incendiés par ses chaufferettes. Enfin, le teint de l'ogresse est aviné, enflammé par l'abus des liqueurs fortes. Je précise que cette description nous vient des Mystères de Paris, de Gensu, autrement dit un roman. Même s'il est peut-être fictionnel, il donne une bonne idée des divers profils qui ont pu inspirer l'auteur. En ce qui concerne la fréquentation des marchands de vin, elle varie selon le quartier et le public visé par l'établissement. Il y a des débits dans lesquels des familles entières viennent passer une partie de la soirée. Oui, avec les enfants bien entendu. Dans quasiment chaque établissement, on trouve aussi, vous vous en doutez, des prostituées. Si elles ne sont pas au comptoir ou autour d'une table, elles se promènent dans la salle en tentant d'aborder ou de se faire aborder par un client potentiel. Oh, les tenanciers sont parfaitement au courant et laissent faire. Ça fait tourner le commerce. En plus, comme vous le savez déjà, il arrive que des établissements soient équipés de chambres qui peuvent être louées à la nuit ou à la passe. D'ailleurs, certains tenanciers peu scrupuleux ont trouvé une combine pour se faire un maximum d'argent. Ils louent des chambres la nuit, mais la journée, quand l'occupant n'est pas là, ils la louent à des prostituées qui y vont pour conclure leurs affaires. Bien entendu, les tenanciers qui laissent les prostituées travailler chez eux ont un petit pourcif au passage. Et quand bien même il n'y a pas de chambre à louer, la plupart des patrons d'établissements laissent les prostituées racoler chez eux. Il faut dire qu'elles sont de fidèles clientes qui ne manquent pas de consommer, d'attirer et de pousser à la consommation une foule d'autres clients. Notez que, parfois, les prostituées sont aussi serveuses. Ce mode de prostitution est assez populaire puisqu'il crée un semblant de séduction dont les clients sont assez friands. Pour l'anecdote, la ville du Havre a trouvé une bonne parade pour éviter ce type de prostitution. Les tenanciers ne peuvent embaucher comme serveuses que des femmes de leur famille. Le prix de la passe ? Oh, 2 francs plus ou moins, soit une bonne douzaine de verres d'absinthe. C'est un peu cher, mais nous sommes en début de soirée. Les prix baissent au fur et à mesure que l'heure avance. La raison est assez simple. La fille qui n'a pas réussi à faire son chiffre de la soirée se brade. Elle accepte à minuit ce qu'elle a dédaigné à 9h, pour reprendre la locution d'un auteur de l'époque. Notez cependant que les persilleuses qui ne parviennent pas à boucler la soirée ne sont pas forcément les plus jeunes et les plus jolies. Mais je vous parle déjà de la fin de soirée alors qu'elle ne fait que commencer. Nous y reviendrons en temps voulu. Oh, j'y pense. Faites attention, on trouve parfois des voleurs parmi les clients. Ils repèrent de futures proies pour le vol au poivrier, le vol commis sur les personnes ivres. Et parfois, ils font eux-mêmes boire des clients plus que de raison pour pouvoir les détrousser plus tard. Soyez sur vos gardes. Ah, le saladier de tout à l'heure vous a donné envie d'aller au petit coin. Eh bien, sans surprise, il n'y a pas de toilette. Enfin, il peut y en avoir, parfois dans les arrière-cours, mais ne vous attendez pas à du grand luxe, à un trou ou un puits qui fait office de fosse à bran, à urine et à vomi. Avec un peu de chance, il y a des Vespasiennes ou des toilettes publiques non loin dans la rue, mais le soir, elles sont souvent squattées par des vagabonds. Sinon, il y a toujours le caniveau, je suppose. Vous préférez vous retenir un peu ? Soit. Vous vous souvenez que tantôt, je vous ai dit que les caboulots étaient souvent équipés de plusieurs salles. Vous avez vu la première. Voyons un peu le reste. Quand il y en a, les autres salles se trouvent un peu à part. On y accède souvent via un escalier raide, qui monte ou qui descend, ou en traversant une cour. Si les clients les plus classiques se trouvent dans la salle principale, dans les salles secondaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ces pièces sont souvent fréquentées par des habitués, des voyous, des bandits et des souteneurs notoires. Parfois, ces arrière-salles font office de véritable quartier général à certaines bandes. Dans les étages d'un des troquets proches du théâtre du Châtelet, on trouve ce qui s'appelle la bourse aux filles. C'est une réunion sordide des plus gros macros de Paris et de province qui se retrouvent pour s'échanger des prostituées. Ça permet à chacun de renouveler son personnel sans avoir à former de nouvelles recrues au métier. Même si les jeux de hasard sont officiellement interdits, on ne se prive pas pour jouer, notamment dans les arrière-salles des caboulots. Bien sûr, ça déclenche régulièrement des bagarres, aux grandes dames des tenanciers qui voient parfois leur mobilier ou de la vaisselle être détruit. Ceci dit, figurez-vous qu'un patron a trouvé une méthode assez remarquable pour faire cesser immédiatement les éventuels rixes qui se passeraient chez lui. Voici comment il s'y prenait. Le vieux Niquet, si célèbre sous l'Empire par ses cerises à l'eau de vie, avait fait établir des conduits d'eau très utiles dans le cas d'une rixe violente. On les lâche de plusieurs points de la salle sur les combattants, et si cela ne les calme pas, on lève un certain appareil qui bouche hermétiquement la sortie. Alors, l'eau monte, et les plus furieux demandent grâce. Radical, mais efficace, semble-t-il. Dans ce genre d'endroit malfamé, on s'appelle rarement par son prénom. Tout le monde a un surnom et c'est plutôt ce dernier qu'on emploie. Il n'est pas rare de ne pas connaître le véritable nom de son vis-à-vis, ce qui est bien commode dans le milieu de la pègre, qui est très friand de ce genre d'endroit.
En parlant de ça, qui dit milieu interlope dit aussi police. Et la police n'est pas en reste dans les Bouges. Elle n'est pas directement là, je vous rassure. On ne prévient pas quand il y a la maréchaussée. De toute façon, les établissements sont souvent équipés d'une seconde sortie pour prendre la fuite en cas de descente. Arrêtez-le! S'il fuit, c'est que je sais le coupable! Non, la police est surtout présente dans les bistrots via de nombreux indices qui laissent traîner leurs oreilles un peu partout. Concernant les agents en uniforme, ils ne rentrent que rarement dans les Bouges, mais ils font régulièrement des patrouilles devant. Certains estaminets ont de petites spécificités. Dans les cafés-concerts, on trouve des concerts. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec un concert qu'on pourrait voir dans un bar de nos jours. Les musiciens, plus ou moins ivres, qui tentent d'esquiver les diverses choses que leur lance le public, reprennent les chansons du moment, et les spectateurs, plus ou moins ivres eux aussi, braillent en chœur les paroles. On trouve aussi de temps en temps ce qu'on appelle des maisons de tolérance à estaminets. Rien qu'au nom, j'imagine que vous avez compris l'idée. Le concept est exactement le même que dans les maisons closes classiques, mais adapté au milieu populaire. Pour rappel, dans une salle, clients et prostituées discutent et boivent, et des chambres sont à disposition pour les passes. Je ne m'étends guère plus sur la chose puisque je l'ai déjà décrite en détail dans une autre visite. Dans les maisons de tolérance à estaminets, on boit exactement la même chose que chez les marchands de vins ordinaires, mais ce coup-ci, il y a des prostituées officielles, déclarées auprès de la mairie et vaguement suivies médicalement. Enfin, bon, ça c'est pour la théorie. Dans la pratique, comme certains établissements du genre ne sont pas déclarés, les filles sont parfois cachées, et elles ne descendent que lorsque les clients sont là. Bon, vous voyez qu'il y a tout de même de quoi bien s'occuper, mais... Ah, la lumière vient de diminuer. Bon, déjà qu'on y voyait goutte, voilà qui ne va pas arranger les choses. Bon, vous l'avez peut-être compris, on ne va pas tarder à fermer. Oui, je sais, il est à peine 23 heures passées. Mais au 19e siècle, on se lève plus tôt et on se couche aussi plus tôt. Le kidam se met au lit vers 21h, alors 23 heures, c'est déjà le milieu de la nuit, et la majorité des établissements ferment à cette heure-ci. Mais ne vous en faites pas, j'ai de la ressource, et je sais exactement où aller pour poursuivre la soirée. Le moment où les établissements ferment est un sacré spectacle. Les estaminets se vident à peu près tous en même temps et ce sont des cohortes de gens ivres qui se retrouvent lâchés dans les rues. Voici un petit témoignage sur l'ambiance à ce moment de la soirée. Je précise que l'auteur parle de la rue Sainte-Marguerite, située près de Bastille, mais il n'est pas interdit de penser que le spectacle est à peu près le même, voire éventuellement pire, aux Halles. L'orgie est à son comble, les débitants poussent dehors leur clientèle abrutie. Tout ce monde remplit la rue, titubant, glissant sur le pavé gras. Les culs de jatte se traînent à terre, les aveugles se cognent contre les ivres morts. Les musiciens entrechoquent leurs instruments qui gémissent. On se dispute, on se bat, et les jolis messieurs à casquette de soie qui viennent de régler leur compte avec leurs dames partent vers les boulevards extérieurs pour terminer leur nuit par quelque attaque nocturne. Toute cette foule turbulente est attendue au tournant. Les policiers en embuscade espèrent pouvoir cueillir d'éventuels criminels recherchés, habitués de tel ou tel établissement. Mais pas seulement. Des messieurs en quête d'une fille pas chère viennent guetter la sortie des bars, puisque, souvenez-vous, celles qui n'ont pas réussi à boucler la soirée baissent leurs tarifs. Et quand le troquet ferme, les chances de trouver un client s'amenuisent. Les voleurs sont aussi de la partie à la sortie des bars. Ils sont à la recherche de proies faciles. Notez d'ailleurs que le pic de criminalité a lieu entre minuit et 1h du matin. Grosso modo l'horaire où l'immense majorité des bars ferment et où on rentre chez soi. Mais, outre les ruffians et les messieurs en quête de coït, il y a encore d'autres personnages singuliers. Des macros viennent chercher là où les prostituées qui travaillent pour eux, mais certains autres messieurs sont des créanciers qui viennent retrouver un débiteur qui ne les a pas payés pour le secouer un peu et récupérer la somme. On trouve aussi un spectacle encore plus pathétique que le reste. Certaines personnes, des parents, des amis ou des proches, font la fermeture des mastroquets à la recherche d'une fille, d'une sœur ou d'une amie dont ils n'ont plus de nouvelles et qu'ils tentent de retrouver comme ils peuvent, vainement la plupart du temps. Mais, comme je vous le disais, même si certains bars ferment, la soirée est loin d'être terminée. Avançons un peu. En ce qui concerne la prostitution dans le quartier à cette heure-ci, ce n'est pas parce que les établissements ferment qu'elle disparaît. Au contraire, elle reste. Mais elle change, car les percilleuses sont souvent rondes comme des queues de pelle, et certaines sont prêtes à tout pour boucler la soirée, comme l'explique un témoin. À minuit, 1h ou 2h même du matin, la femme si altière tout à l'heure abaisse le chiffre de ses prétentions. De 5 louis, elle tombe à 3, à 2, à 1. D'autres, celles en dèche, qui ont faim, se contentent d'une choucroute garnie. Celles qui n'ont pas de domicile, et il y en a, acceptent l'hospitalité écossaise. Celles enfin qui étrennent une toilette susceptible ne refusent pas, s'il pleut, de se livrer pour le prix d'une course en voiture. Ne vous formalisez pas si certaines prostituées nous font du rentre-dedans. Comme je vous le disais, elles sont souvent un peu ivres à cette heure-ci, et celles qui n'ont pas trouvé de clients n'hésitent pas à racoler avec, parfois, un peu de véhémence. En cas de refus, certaines peuvent donner des coups d'éventail ou de parapluie. Faites aussi attention, elles s'amusent parfois à faire des croche-pattes. D'autres persilleuses profitent de la foule et de l'ivresse pour faire de l'entollage, un mot qui est utilisé spécifiquement pour désigner un vol commis avec le concours d'une fille de joie. La technique est d'isoler le client puis de le détrousser, à l'aide de complices la plupart du temps. Soyez donc sur vos gardes. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le quartier des Halles, un endroit particulier puisqu'il vit toute la nuit. Les Halles, c'est le grand marché qui alimente toute la capitale, le ventre de Paris, comme l'écrivait Zola. Si à minuit la journée se termine pour certains, elle commence pour d'autres. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si nous rencontrons des gens qui écument les rues en poussant d'étranges cris. Ce sont les réveilleurs qui font le tour du quartier et réveillent les gens qui travaillent aux Halles, en criant.
On dit que chaque réveilleur a son propre cri, ce qui permet aux travailleurs de reconnaître facilement la sonnerie entre guillemets qui les concerne et de savoir si c'est l'heure de se lever ou pas. Vous l'aurez compris, en découvrant ce surprenant métier, il n'y a pas de réveil à l'époque. De par la particularité du quartier, on trouve pas mal d'établissements qui servent à la fois les gens qui, comme nous, veulent poursuivre la soirée, mais aussi les gens qui commencent leur journée, les gens qui travaillent au hall typiquement. L'ambiance va un peu changer. Venez, entrons dans ce caboulot. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours la fête. Le décor et l'ambiance sont assez similaires à ceux de l'établissement que nous venons de quitter. Mais cette fois-ci, la pègre ne prend pas la peine de se cacher dans une arrière-salle. Certaines prostituées, par exemple celles que nous avons croisées plus tôt dans les bars, ou celles qui racolent sur les boulevards et qui n'ont pas gagné assez, écument les salles dans l'espoir de boucler la soirée avec un dernier client. D'autres viennent dans les troquets des halles pour retrouver leurs souteneurs et passer le reste de la nuit avec eux. On appelle ces filles qui retrouvent leur maquereau des éponges. Leur raison est moins salace que ce que vous pensez peut-être. En fait, les souteneurs consomment à crédit pendant la soirée. Ils ont donc une ardoise. Et cette ardoise, ce sont les filles qui l'effacent en payant avec une partie de la somme gagnée dans la soirée, d'où leur surnom. Pour certaines prostituées qui terminent la journée, c'est aussi le moment de se détendre un peu, en buvant, en chantant, etc. Notez qu'elles ne sont pas les dernières pour se battre. Quand elles sont au travail, elles évitent, parce que ça effraie les clients, et en plus, elles risquent d'abîmer leur tenue, ce qui peut leur coûter cher puisque les vêtements qu'elles portent sont parfois des locations, ou ne sont pas entièrement payés. Il faut donc faire attention. Celles qui cherchent désespérément un client, ne serait-ce que pour pouvoir payer le retour chez elles, racolent plutôt dans les rues. À cette heure-ci, même les moins gâtés par la nature peuvent espérer trouver un client. Je m'explique. Premièrement, les messieurs sont généralement sous et peu regardants sur le physique. Et deuxièmement, quand bien même le physique serait ingrat, les prostituées attendent plutôt loin des éclairages publics, qui ne sont pas fameux d'ailleurs. Et la disgrâce de leurs traits est complaisamment cachée par l'obscurité. Ce n'est pas pour rien que ces prostituées sont surnommées les belles de nuit. Elles sont belles, certes, mais la nuit, quand on ne les voit pas. La passe ira sans doute se faire dans quelques rues sordides dépourvues d'éclairage ou dans des Vespasiennes. On va ken ce soir, monsieur. Les boissons qu'on sert dans les troquets nocturnes des halles sont à peu près du même acabit que ce que nous avons déjà pu boire au cours de la soirée. Ah, vous avez faim? Oui, je comprends, mais j'espère que vous n'êtes pas exigeant. Certains établissements proposent à manger, mais disons que la réputation de la cuisine n'est pas fameuse. On trouve des soupes diverses, élaborées avec des restes récupérés dans des restaurants ou autres. Mais il est potentiellement possible, avec un peu de chance, de se procurer du pain, un peu de fromage, de la charcuterie, des choses plutôt simples. Notez que certains établissements servent de la choucroute, mais attention, de la choucroute au sens premier du terme. Oubliez la montagne de barbac et les pommes de terre, ce ne sera qu'un tas de choux fumants. Ceci dit, comme les halles ne sont pas loin, vous pouvez peut-être essayer d'y aller pour acheter quelque chose aux maraîchers qui s'installent. Les produits ne manquent pas. Puisque je suis lancé sur les maraîchers des halles, les prostituées qui n'ont vraiment trouvé aucun client iront se brader auprès d'eux et ils paieront souvent la passe en nature, avec des choux, des navets ou des carottes, que les filles, si elles ne les mangent pas, iront revendre à un restaurant du coin pour quelques sous. Oh, en parlant de quelques sous, je me permets de vous rappeler que cette chaîne ne pollue pas ses créations par des publicités ou des placements de produits. Ici, la production est locale et c'est vous, les spectateurs, qui pouvez permettre la poursuite de l'aventure. Si la visite vous plaît, pensez donc à aller faire un tour sur le Tipeee. C'est important car c'est vous et seulement vous qui faites tourner la boutique. Le lien est en description. Un immense merci aux tipeurs d'ailleurs, sans qui cette visite n'aurait pas été possible. Eh bien, il est 2h du matin. Oh, dans une poignée de cabarets du quartier, la soirée va se poursuivre jusqu'à ce que le jour vienne y mettre un terme et laisse la place à une ambiance que je laisse un témoin vous décrire. Il est impossible de ne pas songer qu'au petit jour, le chant du coq dissipera tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne sont déjà plus que des fantômes. Au petit jour, en effet, tout s'évanouit. Il ne reste plus que l'odeur écœurante de la fête, l'odeur de la chair chaude, une triste odeur de poulet en cajot qui se mêle à la fumée froide des tabacs bruns et blonds. Les uns et les unes rentrent au domicile, le dos voûté, le regard éteint, la démarche mal assurée. Si vous ne voulez pas rentrer, en attendant que le jour se lève, vous pouvez rester ici, ou vous mettre en route vers un restaurant des grands boulevards pour continuer la soirée. Certains sont ouverts toute la nuit. En revanche, je vous préviens, le budget ne sera pas le même. Oh, pour ma part, je pense que je vais rentrer. Bon, eh bien, il semblerait que cette petite soirée dans les bas-fonds de Paris touche à sa fin. J'espère de tout cœur que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire savoir en faisant tout ce qu'il est coutume de faire sur Internet, en de telles circonstances. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller vadrouiller sur la chaîne. Je crois que vous trouverez de quoi vous occuper d'ici la prochaine sortie. D'ailleurs, je vous rappelle que je réalise, en plus des visites historiques, des fictions audio, idéales pour accompagner les voyages. Et la dernière d'entre elles, Le Chevalier et la Marchande de Soie, est disponible en version intégrale. Vous êtes également les bienvenus sur le Discord de la communauté, si le cœur vous en dit. Le lien est en description. Allez, pour ma part, j'y vais. Au revoir, Georges. Au revoir, mon